Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Aujourd'hui, on va prendre une industrie qui pèse littéralement plusieurs milliards de dollars et on va la faire tenir dans un simple fichier texte d'1 mégaoctet. Ouais, un tout petit fichier. Et ce fichier contient l'intégralité des œuvres de Shakespeare. C'est notre carburant pour aujourd'hui. Exactement. L'objectif de notre exploration, c'est d'ouvrir le capot de l'intelligence artificielle générative. On veut comprendre ce qui se passe vraiment au niveau purement mathématique pendant la fraction de seconde où le curseur clignote à l'écran. Et pour ça, on va s'appuyer sur des sources incroyables. On utilise les notes vertigineuses du chercheur Andrzej Karpathy, ainsi que l'architecture fondatrice du fameux document Attention is all you need de 2017. C'est ça, on va littéralement reconstruire un modèle de type GPT en partant de zéro. C'est une mission assez ambitieuse, hein. C'est une démarche analytique fondamentale, je dirais. Le discours ambiant a vraiment tendance à mystifier ces systèmes, tu vois. On sait de manière générale qu'un grand modèle de langage, c'est un moteur probabiliste conçu pour prédire le token suivant. Le mot d'après, quoi. Ouais, voilà. Mais l'approche de Karpathy, qui a été baptisée Tiny Shakespeare, elle est redoutablement efficace. En fait, elle permet d'isoler les briques logiques. Au lieu de se noyer dans des milliards de paramètres, genre 175 milliards pour les gros modèles. Exactement. On réduit l'échelle à un modèle miniature. C'est parfait d'un point de vue éducatif. Cela permet de prouver mathématiquement pourquoi les approches naïves de prédiction s'effondrent misérablement. Et ça, bien avant d'arriver à la révolution de l'architecture transformer. Ok, décortiquons un peu tout ça. Puisque la base, c'est de deviner la suite d'une séquence, il faut déjà que la machine puisse lire la séquence. Logique. C'est la toute première étape, oui. On le sait, le système d'OpenAI, par exemple, découpe le langage humain avec un dictionnaire d'environ 50 000 tokens, des fragments de mots. Mais ici, avec l'exemple de Shakespeare, on va au niveau le plus primitif possible, le caractère individuel. C'est-à-dire que le vocabulaire complet se limite à 65 symboles en tout et pour tout. Les lettres, la ponctuation, les espaces. Rien de plus. Le modèle Bigram, il incarne la prédiction dans sa forme la plus rudimentaire possible. Le réseau observe l'entier numérique actuel, disons le numéro de la lettre A, et il consulte une simple matrice de probabilité pour parier sur la lettre suivante. Juste un pari basique. Et ça marche? Pas du tout. L'échec de cette méthode se lie directement dans une maîtrise cruciale en apprentissage automatique. C'est ce qu'on appelle la perte, ou la loss en anglais. Au tout début, avec ce modèle naïf, la perte stagne autour de 4,87. Alors, une perte de 4,87, mathématiquement parlant, ça va pas forcément parler à tout le monde. Non, c'est sûr. Si on traduit ce chiffre, ça veut dire que le modèle est aussi confus que s'il plongeait la main à l'aveugle dans un sac de Scrabble pour tirer la prochaine lettre, quoi. Il ne comprend absolument rien à ce qu'il fait. C'est exactement ça. Quand on lui demande de générer du texte, il produit une bouillie de lettres totalement aléatoire. C'est complètement illisible. Ce qui est fascinant, dis-moi si je me trompe, mais c'est que ça prouve que la machine a besoin d'autre chose. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est que l'incapacité du Bigram à descendre en dessous de ce score démontre une condition sine qua non. La compréhension linguistique nécessite absolument un historique. Parce qu'à ce stade, chaque caractère vit dans sa petite bulle. Voilà. Un « e » tout seul ne sait pas s'il fait partie du mot « être » ou du mot « manger ». Pour que la machine commence à exhiber une forme de cohérence, ces entiers doivent impérativement briser leur isolement. Ils doivent examiner l'historique de la séquence. C'est le problème classique de la myopie, en fait. Si on utilise une analogie, le modèle Bigram, c'est un peu comme essayer de deviner l'intrigue complexe d'un film hyper complexe en ne regardant qu'une seule image. Une image isolée au milieu du film. Ouais. Sans savoir si la scène d'avant montrait une explosion tragique ou le début d'une romance, la prédiction est vouée à l'échec. Le contexte, c'est l'oxygène du modèle, en gros. Et c'est une excellente transition, car la question qui a tourmenté les chercheurs pendant des années, c'était précisément de savoir comment modéliser ce fameux contexte, et surtout comment le faire de manière efficace pour les ordinateurs. Avant 2017, on faisait comment, du coup? On utilisait des réseaux récurrents. Ils lisaient le texte de gauche à droite, un peu comme un humain. Mais le souci, c'est qu'ils oubliaient souvent le début de la phrase en arrivant à la fin. Ah, la mémoire flanchait. Exactement. Et la révolution du transformer, elle a balayé cette lecture séquentielle pour imposer un mécanisme mathématique totalement différent. Un mécanisme où chaque élément de la séquence peut communiquer simultanément avec tous les autres. En même temps. Oui, tous en même temps. C'est ce qu'on appelle l'auto-attention ou self-attention. Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'auto-attention, ce n'est pas juste un mot valise un peu cool de la tech, c'est une vraie dynamique d'échange de données très précise. C'est le cœur du réacteur. Mathématiquement,
Chaque token va émettre 3 vecteurs distincts. D'abord, une requête ou query. Ça, c'est ce que le token cherche activement. Ok, donc il a une demande. C'est ça. Ensuite, il y a la clé ou key. C'est l'identité du token, ce qu'il contient lui-même. Et enfin, une valeur ou value. C'est l'information réelle qu'il va transmettre si une connexion se fait. Si on traduit ça dans la vraie vie pour ceux qui nous écoutent, c'est l'équivalent d'un événement de speed dating, non? Ou de réseautage intense. L'analogie est parfaite, ouais. Ça illustre super bien la mécanique matricielle. Dans cet espace mathématique, le calcul du match s'effectue par un produit scalaire entre le vecteur requête et le vecteur clé. Et si le résultat est élevé, bim, il y a affinité. Bim, affinité forte, exactement. Donc, dans notre grande salle de réseautage, on a un token qui crie sa requête, du genre « Je suis une voyelle en fin de mot, je cherche d'urgence une consonne ponctuelle pour terminer ma phrase. » Ouais, Et à l'autre bout de la séquence, un autre token porte fièrement un badge, sa clé, qui indique « Je suis un point d'exclamation ». le produit scalaire explose, il match. Mais quand ils échangent leur carte de visite, la fameuse valeur, ce n'est pas juste un bout de papier. Cette carte contient des instructions mathématiques. Des instructions qui vont littéralement modifier le vecteur du token d'origine. Son identité s'enrichit de cette ponctuation. C'est dingue. C'est la subtilité fondamentale de ce mécanisme. Le token met à jour sa propre représentation interne. Il absorbe une fraction pondérée de la valeur des autres tokens en fonction de la force de leur affinité. Mais attends, il y a un truc qui cloche. Cette communication dans tous les sens, ça pose un problème majeur pendant l'entraînement, non? L'objectif, c'est d'apprendre à prédire la suite. Très juste. Si chaque token peut communiquer avec l'ensemble de la phrase, qu'est-ce qui l'empêche de récupérer l'information des mots situés après lui? Il pourrait juste tricher. Et c'est le grand danger. Sinon, le modèle tricherait continuellement. S'il doit deviner que le mot suivant dans Shakespeare est Roméo, et qu'il peut faire un produit scalaire avec le token futur qui contient déjà Roméo, l'apprentissage est ruiné. Les probabilités n'auraient plus aucun sens. Du coup, comment on bloque cette triche mathématique? On lui met des œillères. En quelque sorte, ouais. Ça se fait par l'application stricte d'un masque triangulaire. C'est une matrice de filtrage qui intervient juste après le calcul des affinités. Un masque triangulaire, ok. Comment ça marche? On superpose à la matrice de communication un triangle de valeurs tendant vers l'infini négatif pour toutes les positions futures. Lors de l'étape suivante, qui normalise les probabilités, ces infinis négatifs sont écrasés à zéro absolu. Donc les jetons futurs sont instantanément réduits au silence. Exactement. Un jeton ne peut regarder que vers le passé et vers lui-même, jamais vers le futur. C'est l'essence même de ce qu'on appelle un modèle décodeur autorégressif. D'accord, le flux temporel est sécurisé. Mais il reste une faille évidente, je trouve. Si tout le monde communique en même temps via ses requêtes et ses clés, comment les vecteurs savent-ils où ils se trouvent géographiquement dans la phrase? Ah, la notion d'espace. Bah oui, le mécanisme d'attention a l'air totalement aveugle à ça. C'est vrai, c'est une limite inhérente à l'architecture. Par défaut, le transformer traite la séquence comme un simple ensemble d'éléments flottants, un genre de sac de mots, quoi. Sans repère spatial, la souris mange le chat produit exactement les mêmes signaux que le chat mange la souris. Ce qui est très problématique pour le chat ou la souris. Ouais. Donc pour pallier cette cécité, on injecte un encodage de position. Un encodage de position, oui. Oui, avant même que les vecteurs ne génèrent leurs requêtes et clés, on additionne à leur représentation de base un signal mathématique ondulatoire. Ça agit comme une coordonnée temporelle absolue. Le token sait alors qu'il est, disons, la 15e entité de la séquence. Ok, je vois. L'espace est défini, la chronologie est respectée par le masque, les affinités se calculent, mais un seul canal de discussion pour comprendre la syntaxe vertigineuse de Shakespeare, ça paraît un peu léger quand même. C'est très léger, oui. Un mot a besoin de prêter attention à la conjugaison, pendant qu'il cherche aussi des rimes, tout en vérifiant la ponctuation. Il a besoin de faire du multitâche. Et l'architecture résout ce goulot d'étranglement en déployant l'attention multitête, le multi-head attention. Le signal n'est pas canalisé dans un seul espace de communication géant, il est scindé en plusieurs sous-espaces parallèles. Plusieurs conversations en même temps ensemble. Dans l'implémentation réduite de Karpathy, par exemple, le modèle utilise 6 têtes d'attention distinctes. Chacune va générer ses propres jeux de requêtes, de clés et de valeurs. Donc elle cherche des trucs différents. Voilà. Une tête peut se spécialiser spontanément dans la détection des voyelles passées, tandis qu'une autre tête, dans son espace vectoriel indépendant, se focalise exclusivement sur la distance entre les virgules.
Ok, donc on démultiplie les perspectives, on a 6 rapports de recherche différents qui reviennent au jeton d'origine, mais une fois que ce jeton est bombardé par toutes ces nouvelles valeurs, il faut bien qu'il métabolise l'information, non? L'étape de métabolisation est cruciale. Une fois l'information agrégée et concaténée par l'attention multitête, chaque token doit la digérer. Et ça, c'est le rôle du réseau feed-forward. Le feed-forward. Oui, c'est un perceptron multicouche classique intégré directement après l'étape d'attention. Attends, laisse-moi structurer la séquence pour être sûr. La phase d'attention, multitête, c'est le moment de la collecte. Le jeton est tourné vers l'extérieur, il écoute le réseau et rassemble le contexte. C'est ça. Et le feed-forward, c'est le moment où la porte se ferme, le jeton s'isole avec ce qu'il a récolté, il passe le tout dans ses propres fonctions mathématiques non linéaires pour modifier ses certitudes internes avant de passer à la couche d'après. Ta déduction est parfaite. La distinction entre communication externe et calcul interne est le cœur du moteur. Pendant que l'attention dit « j'ai trouvé un sujet pluriel » au début de la phrase, le feed-forward est l'espace où le réseau pondère cette info. Pour se dire « ok, je dois augmenter la probabilité d'un verbe au pluriel ». Exactement. Et la puissance phénoménale du transformer réside dans l'empilement de ces blocs. On répète cette alternance, attention, puis feed-forward, sur des dizaines de couches de profondeur. Sauf que le problème historique avec la profondeur dans l'IA, c'est que ça finissait toujours en crash, non? Plus on empilait des couches de neurones, plus le signal d'apprentissage, le fameux gradient, se diluait. C'était le grand mur mathématique, oui. Le signal devait traverser tellement de multiplications que la valeur finissait par s'évaporer vers zéro ou s'emballer vers l'infini. Le réseau devenait amnésique. Comment le transformer contourne ça? Le document de 2017 intègre 2 solutions d'ingénierie radicales pour ça. La première repose sur les connexions résiduelles, qu'on appelle aussi des autoroutes de contournement. Des autoroutes? Imagine le flux d'informations qui doit traverser un bloc très dense de calcul. Au lieu d'obliger 100% du signal à s'y engouffrer, on tire une ligne directe qui contourne le bloc et vient s'additionner à son résultat final. Malin. Le signal d'origine est préservé. Il traverse toute la profondeur du réseau sans subir de déperdition. Une voie rapide inaltérable qui garantit que l'information critique ne se perd pas dans les méandres des sous-réseaux. C'est super élégant. Et pour compléter cette stabilité, l'architecture applique la layer normalization. À chaque étape, avant de soumettre les vecteurs aux équations lourdes, l'algorithme recentre leur distribution statistique. Il s'assure que les nombres restent digestes. C'est ça, la moyenne et la variance restent stables. Cela empêche les valeurs aberrantes de paralyser les têtes d'attention. Et à cet arsenal de stabilisation, les chercheurs greffent systématiquement une technique d'apprentissage redoutable, le drop-out. Le drop-out, ouais. Pendant l'entraînement, l'algorithme va éteindre de manière aléatoire environ 20% des neurones, les réglant artificiellement sur 0. Attends. On éteint 20% du cerveau de la machine de façon complètement aléatoire en plein milieu de son apprentissage. Oui, 20%. Mais c'est un concept qui semble totalement contre-productif. Pourquoi introduire un sabotage pareil alors qu'on essaie de la rendre intelligente? Cela soulève une question importante sur la philosophie de l'apprentissage automatique en fait. Ce sabotage apparent, c'est en réalité une technique de régularisation vitale. Sans ça, on aurait un gros problème de mémorisation. C'est-à-dire? Un réseau doté de millions de paramètres est suffisamment vaste pour apprendre un livre de Shakespeare par cœur sans jamais comprendre la grammaire sous-jacente. Il se contenterait de créer des voies neuronales ultra spécialisées. C'est le surapprentissage. Ah, exactement comme un étudiant qui mémorise aveuglément les annales des anciens examens. C'est le parallèle parfait. S'il tombe sur une question avec une formulation légèrement différente le jour de l'épreuve, il panique complètement parce qu'il n'a pas compris le théorème de base. Il a juste photographié la réponse. C'est pour ça qu'on utilise le drop-out. En désactivant un 5e des neurones au hasard à chaque itération, le réseau ne peut plus faire confiance à un chemin unique. Si le neurone spécialisé dans le mot « Juliette » est soudainement éteint, le réseau est forcé d'utiliser d'autres paramètres. Il doit déduire le moi en fonction du contexte global. Le drop-out agit comme un système de musculation distribué. Il force le modèle à trouver des redondances et à extraire les motifs fondamentaux du langage pour survivre à la perte aléatoire de ses composants. C'est la contrainte qui crée la robustesse. Et quand on compile toutes ces innovations, le masque, l'attention multitête, les voies résiduelles, la normalisation et le drop-out, les résultats sont là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
L'expérience de Karpathy montre que la perte, qui était presque de 5 avec le bigramme ignorant, chute de façon spectaculaire pour atteindre 1,48. Ce qui est énorme. Et ça se voit à l'écran, hein. Oui, ça se matérialise visuellement. Le modèle ne crache plus une suite de caractères aléatoires, il génère des monologues infinis qui respectent la structure visuelle des pièces de théâtre, nom en majuscule, retour à la ligne, un vocabulaire pseudo-élisabétain et une grammaire correcte. C'est visuellement bluffant. Même si, bon, évidemment, cela n'a aucun véritable sens narratif. Non, ça ne veut rien dire littéraire parlant. On vient en gros de fabriquer le perroquet probabiliste ultime. Mais cela pose un problème majeur quand on regarde nos outils actuels. Un gouffre même. Bah oui, quand on utilise un outil grand public moderne, on ne lui demande pas un flot ininterrompu de poésie générée à l'infini, on lui demande de coder une page web, de résumer un rapport, d'interagir. Le modèle qu'on vient de construire ne sait pas faire ça. Il y a en effet un gouffre entre le perroquet qui imite un style et l'assistant conversationnel. Et ce gouffre, il représente la frontière entre deux phases industrielles radicalement distinctes. Les fameuses phases. Tout ce que nous avons décortiqué jusqu'à présent appartient exclusivement à la phase 1, le pré-entraînement. Le pre-training. Et il faut bien comprendre que même en poussant cette phase 1 à une échelle délirante, la nature du modèle ne change pas. Même avec 175 milliards de paramètres et des milliards de jetons d'Internet à la place de notre petit mégaoctet de Shakespeare en haut fou. Exactement, il reste un compléteur de documents extrêmement puissant. Rien de plus. Donc si je fournis à ce modèle titanesque de phase 1 la phrase « Quelle est la capitale de la France ?» Et sa mission, c'est pas de me rendre service. Non, sa mission, c'est d'imiter ce qu'il a ingéré sur Internet. S'il a avalé des forums de révision scolaire, il pourrait très bien décider que la suite logique, c'est de générer « Quelle est la capitale de l'Espagne ?» Point. Ah, pour compléter un questionnaire à choix multiples. Voilà, il va poursuivre la trajectoire statistique. Pour briser cette inertie et forcer le modèle à agir de manière utile, les laboratoires doivent impérativement basculer vers la phase 2, l'alignement ou le fine-tuning. Et là, on change de méthode. Oui, l'ingénierie pure laisse place à une mécanique impliquant des évaluateurs humains et de l'apprentissage par renforcement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça veut dire que la fluidité, l'utilité, le côté structuré des réponses d'une IA, ça n'a rien de naturel ou d'émergent, c'est une façade méticuleusement sculptée. Une façade construite en plusieurs étapes rigoureuses. D'abord, on injecte au modèle de phase 1 des milliers de démonstrations rédigées manuellement par des humains. Des trucs structurés avec instructions et réponses. Le modèle commence à imiter ce format de dialogue. Mais la véritable transformation opère via le RLHF, l'apprentissage par renforcement basé sur les retours humains. Mathématiquement, comment on passe d'un humain qui donne son avis à une modification des poids dans un transformer? Le processus implique de demander au modèle de générer plusieurs réponses pour une même requête. Ensuite, des humains examinent ces sorties et les classent. Pertinence, qualité, sécurité. Une bonne réponse est première, une mauvaise est reléguée à la fin. C'est ça. À partir de ces classements, on entraîne un deuxième modèle, plus petit, le modèle de récompense. Son travail, c'est de simuler mathématiquement le jugement humain. D'accord, on crée un arbitre automatisé qui sait ce qui plaît aux humains. Et une fois prêt, on le lâche sur le grand modèle. Précisément, via un algorithme d'optimisation appelé PPO. Le grand modèle génère des millions de réponses, l'arbitre attribue un score, et le PPO vient ajuster subtilement les poids matriciels du transformer. Le réseau apprend à fuir les pénalités et à maximiser la récompense. C'est une boucle où il s'affine pour répondre poliment et au format attendu. Exactement. Waouh! Si on résume ce vertigineux voyage pour ceux qui nous écoutent, on démarre avec un système balbutiant qui devine des lettres au hasard, paralysé par une perte catastrophique. On débloque ça avec le speed dating de l'auto-attention. On empile les calculs dans le feed-forward, stabilisé par le drop-out. Tout ça crée un cerveau statistique qui imite l'Internet brut. Et finalement, l'algorithme de récompense discipline ce chaos. C'est un sacré parcours. Et si l'on relie cela à une perspective plus globale, un contraste saisissant apparaît entre ces deux phases. La phase 1 exige une accumulation colossale de matériel informatique, des mois de calcul pour ingérer le web. Et la phase 2? Bien que moins gourmande en énergie, elle soulève une question vertigineuse quant à la nature de la technologie. Puisque le moteur de la phase 1 se contente de modéliser froidement la distribution statistique d'Internet, le génial comme le médiocre, le produit final doit toute son identité à la phase 2. C'est-à-dire l'intervention des évaluateurs humains. Absolument. Ce qui amène une réflexion inévitable lors de l'entraînement de ce modèle de récompense qui définit les critères mathématiques du concept d'utilité ou de politesse. Ah, vaste question.
La prochaine fois qu'un système génératif fournit une réponse d'une nuance parfaite et d'une retenue exemplaire, l'architecture même nous prouve qu'il ne s'agit pas d'une entité douée d'une morale innée. C'est le reflet mathématiquement optimisé des pondérations fixées par un groupe restreint de concepteurs humains essayant de définir ce qui constitue une réponse acceptable. C'est la dernière couche d'illusion que le code source permet de dissiper. Une réflexion fascinante pour conclure notre exploration. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans les rouages de l'IA aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle analyse.